Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres qui vous seront développés. Le chef de l'État a l'honneur du Sénat français dans le cadre de sa visite officielle de 3 jours à Paris. Vous entendrez le chef de l'État dans ce journal. Et un atelier sur la présentation de la stratégie nationale de l'inclusion financière a été lancé hier au Sheraton Hotel. Et à l'étranger, l'Union européenne cherche le second souffle vaccinal face au Covid-19. C'était les titres, bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh effectue une visite officielle de 3 jours à Paris à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron. Des moments importants pour la première journée de la visite officielle du président de la République qui s'est rendu successivement au siège du MEDEF pour le volet économique, suivi d'une rencontre solennelle au Sénat français, enfin une rencontre avec la secrétaire de l'OIF. Au Sénat, donc, le président de la République a reçu un accueil chaleureux avec les honneurs présentés par la garde républicaine française, donc, dans un peloton monté à cheval et un peloton musique. Accompagné par son ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, du président du groupe Amitié Djibouti-France de l'État Mohamed El-État et l'ambassadeur de Djibouti en France, Ayed Moussaad Yahya. Le président Guelleh donc, a été reçu sur le perron du Sénat par le vice-président du Sénat, Roger Karoutchi. Par la suite, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a signé le livre d'or du Sénat français, suivi d'entretiens officiels avec des représentants du Sénat. Une section de fantassins, 2 escouades de cavalerie, ensemble placés sous les ordres de la capitaine Poliès de la garde républicaine. midnimada habboon iyo shacbigu wadajirku haysto alla guulaha aad soo hoysidii ugu horeeyaane halyeygii jabuuto alla halyeygii jabuuto. Et un accueil chaleureux a été réservé donc au chef de l'État par les hauts responsables du Sénat français. Il a par la suite donc signé, vous le voyez à l'image, le livre d'or du Sénat français, les voies et moyens de renforcer la coopération entre Djibouti et la France ont été au centre des discussions. Et enfin, la visite du président de la République au Sénat français a été clôturée par un déjeuner donc offert par le président du Sénat. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a débuté sa visite officielle avec le volet économique où il a rencontré et discuté au siège de la principale organisation du patronat français, le MEDEF. En premier, le président Guelleh a eu un premier entretien en tête-à-tête avec le président du MEDEF international, Geoffrey Roux Bézieux. Eh bien, cette rencontre a permis pour les deux parties d'amorcer un nouveau partenariat entre Djibouti et le MEDEF, principale organisation du patronat français qui intervient dans de nombreux pays du continent. Là aussi, le chef de l'État a reçu, accompagné donc de sa délégation,
un accueil chaleureux du président donc du MEDEF. Poursuivant toujours donc dans le cadre de sa visite au siège du MEDEF, le président Guelleh a participé à une réunion du conseil d'entreprise France-Afrique de l'Est en présence du président de la branche internationale du MEDEF, Philippe Labagne. Cette réunion a vu la participation de la délégation qui accompagnait donc le chef de l'État. Les discussions et les échanges ont été francs avec les partages des valeurs et avantages mutuels propices au développement des secteurs privés djiboutiens et français. Les différentes rencontres du chef de l'État et la délégation donc qui l'accompagne ont pour objectif de redynamiser l'engagement et l'implication des hommes d'affaires de la principale organisation du patronat français, le MEDEF, dans le développement économique de la République de Djibouti. Durant les discussions, les atouts et potentialités ont été présentés par la partie djiboutienne. L'intérêt des représentants et hommes d'affaires du MEDEF était palpable pour nouer donc des partenariats avec le secteur privé djiboutien et ce, dans de nombreux domaines, dont la télécommunication et le classement de Doing Business. Donc tous ces points ont été abordés lors de cette réunion. Prenant la parole, le responsable du MEDEF, Philippe Labagne, a précisé que le MEDEF est très intéressé pour investir à Djibouti en partenariat, bien sûr, avec les entreprises djiboutiennes. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, d'accueillir Monsieur le Président de la République, qui nous honore une fois de plus de sa présence au sein du MEDEF. Donc le MEDEF international est un outil de promotion du savoir-faire et des entreprises françaises à l'étranger. Nous organisons plus de 200 événements par an, dont 40% en Afrique subsaharienne. Je souhaiterais rappeler que la France et votre pays entretiennent une longue relation historique que nous partageons avec d'autres pays. Au niveau économique, cette relation peut et sera approfondie et la délégation d'entreprises françaises qui est là a plusieurs projets d'investissement et vous interrogeront sans doute sur la trajectoire que vous donnez à votre pays et les conditions dans lesquelles ils pourront développer votre projet. Et nous sommes également très intéressés pour échanger avec nos collègues djiboutiens pour étudier comment allier le dynamisme et la volonté d'entreprendre de vos entrepreneurs avec le savoir-faire des entreprises françaises. Nous avons prévu, Monsieur le Président, que nous allons organiser une visite à Djibouti. Prenant la parole donc à son tour, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a remercié les représentants des entreprises du MEDEF pour avoir participé donc à cette réunion. Il a lancé un vibrant appel aux entreprises françaises du MEDEF à venir donc investir en République de Djibouti. Je propose de suivre une première intervention du chef de l'État. Je suis particulièrement heureux de me retrouver ici à Paris en votre présence. Et je vous remercie tout d'abord chaleureusement de vous être déplacé malgré les contraintes qu'impose la situation sanitaire. En ces temps particulièrement difficiles, incertains et exigeants, il nous faut tous, à notre mesure, garder le cap, maintenir les projets et les ambitions à moyen terme et préparer l'après. Dans ce cadre, mon propos sera franc et direct. Djibouti est une terre d'avenir et d'opportunités. Et nous souhaitons que la France et les entreprises françaises participent activement à nos côtés au développement de ces opportunités. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter la plateforme exceptionnelle que nous avons construite pour développer nos échanges et qui, plus est, reste la seule plateforme francophone à plusieurs milliers de kilomètres, à l'exception de quelques entreprises et à l'exception de quelques grands amis qui connaissent très bien notre pays, à l'exemple du président Geoffroy Roux de Bézieux, la France
a eu beaucoup d'autres sujets d'expansion internationale et l'Afrique de l'Est, jusqu'à récemment, n'y avait pas tenu une grande place. Je crois que par la volonté du président Macron et de celle des nombreuses entreprises, ces temps sont révolus. C'est pourquoi je souhaite aujourd'hui engager avec vous un dialogue franc et décomplexé qui pourra tous nous permettre d'avancer et d'entériner un partenariat qui soit fondé sur les valeurs qui nous sont communes, sur les avantages mutuels et l'équilibre de nos intérêts. Comme vous le savez, notre rencontre ce matin n'est pas la première du genre. Vous connaissez déjà, pour certains, Djibouti. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que notre port est devenu l'un des 3 importants en Afrique sur les grandes routes mondiales, avec Durban et Tanger. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que 8 câbles sous-marins de télécommunications atterrissent à Djibouti, ou encore que notre système financier est le plus stable de la région. Notre monnaie est en parité fixe avec le dollar. Elle est convertible sans restriction. Il n'y a ni contrôle de change, ni double marché des devises. Et dans une région où les paiements extérieurs sont un sujet de préoccupation, notre masse monétaire a une couverture de 110% en devises fortes et notre système bancaire commercial détient l'équivalent de 50% du PIB en avoir extérieur. Si nos banques sont surliquides, c'est ce que nous ne sommes pas qu'un hub logistique. Nous sommes devenus un hub financier. Nos projets en cours d'investissement en réseau de fibres optiques et en data centers y ajouteront un rôle indispensable en hub numérique. Vous avez sans doute observé que nous avons gagné 55 places en 2018 au classement Doing Business de la Banque mondiale. Une évolution que la Banque n'avait jamais constatée. Dans le même temps, le FMI revalorisait notre PIB de 38%, précisément parce qu'il n'avait pas enregistré le développement des industries ni l'exacte mesure de la dynamique des télécommunications. Cette évolution de Djibouti, nous l'avons construite, le peuple de Djibouti l'a construite. Notre vision 2035, c'est celle d'une économie diversifiée. Nous ne voulons pas d'une monospécialisation logistique. L'avenir de tout le continent, comme le nôtre, est à l'industrialisation. Nos zones franches industrielles pèsent aujourd'hui 20% du PIB. Elles créent de la valeur ajoutée aussi bien pour les marchandises qui transitent par nos ports que pour les matières premières de l'Interland qu'elles transforment et conditionnent pour la réexportation. Elles forment le plus vaste ensemble de parcs industriels francs du continent. Dans ces zones, je vois des entreprises africaines et asiatiques et je m'en félicite. J'y verrai volontiers des entreprises européennes. Elles sont attendues, soutenues fiscalement et désirées. Et réécoutons donc le discours, la seconde partie donc, du discours du chef de l'État, toujours lors de cette réunion du Conseil Entreprise Afrique-France, Afrique de l'Est. Notre modèle actuel de développement est cohérent pour profiter de la mondialisation. Mais l'équilibre de notre économie est aussi social. Une économie ne peut pas être simplement extravertie, elle doit être inclusive et satisfaire les besoins de base et le bien-être des populations. Je crois que là encore, nous désirons la présence de l'Europe et singulièrement de la France. Oui, nous avons besoin d'investissements. Oui, nous avons créé un écosystème pour les accueillir et les rendre rentables. Mais nous avons besoin de plus que cela. Nous avons un besoin d'investissement socialement responsable et d'infrastructures
social. Nous avons besoin d'entreprises actives dans tous les compartiments de la santé, de l'éducation et du tourisme. Nous avons besoin d'entreprises à fort impact social. Je voudrais conclure en traitant de deux idées reçues qu'il faut oublier. La première tient à notre dette publique. Cette dette ne nous crée pas de risque macroéconomique. Elle atteint 71% du PIB et je sais bien que je parle dans un pays où elle est bien plus élevée. On a pu laisser croire qu'elle allait dépasser 100%, mais c'était avant que le PIB soit recalculé correctement. Je voudrais préciser qu'elle est de maturité longue et de taux bas, car essentiellement composée de concours d'aide au développement. Le service de la dette est donc très soutenable, mais le plus important, c'est qu'elle ne finance pas des dépenses courantes. Elle a pour contrepartie des infrastructures et des équipements. Tous sont indispensables au développement. Elle crée les externalités indispensables aux entreprises. L'essentiel des financements est très rapidement rentable, avec des taux de rendement du capital très supérieurs à nos taux d'intérêt débiteurs, comme le disait Mario Draghi quand il était président de la Banque centrale européenne, c'est de la bonne dette. C'est par exemple le cas des ports, de leurs zones industrielles, des télécommunications ou des énergies renouvelables, puisque nous commençons d'exploiter en partenariat public-privé notre potentiel considérable géothermique et solaire. La dette, qui a besoin d'une maturité plus longue et qui pèse environ le quart du total, c'est celle du chemin de fer Djibouti-Addis Abeba, construit et financé par la Chine. C'est normal. Vous connaissez bien qu'avec les lignes ferroviaires à grande vitesse, il faut les amortir sur 2 décennies. Dans notre cas, il faut encore compléter certains équipements en énergie et en accès à nos sites portuaires. Puis, nous prévoyons de passer de 2 trains à 10 par jour sur cette ligne électrifiée de 750 km. C'est absolument nécessaire pour transporter des volumes de croissance exponentielle et le réaliser à des coûts financiers très bas et avec une empreinte carbone infiniment plus faible que l'actuel transport terrestre. C'est une réalisation unique en Afrique, la première solution à l'enclavement de très grandes économies. Elle va valoriser d'immenses territoires qu'elle ouvre à l'industrie, à l'exploitation minière et à l'agriculture. Son réseau créera des milliards de dollars de valeur foncière et urbaine. Il fallait simplement amortir cette dette sur une période qui corresponde au tempo du développement de cette immense création de valeur. La Chine le comprend parfaitement. Et avec l'Éthiopie, nous aménageons cette dette dans une bonne compréhension mutuelle. La seconde idée reçue, c'est que nous privilégions certaines relations internationales par rapport à d'autres. Par exemple, que nous privilégions la Chine. Dans sa quête du progrès, Djibouti veut privilégier les cadres d'échange et de dialogue avec l'ensemble de ses partenaires et exige des rapports de partenariat plus qualitatifs, plus justes et plus équitables. La conscience de l'urgence du développement que nous avons nous enjoint d'élargir notre cercle de partenariat de sorte qu'il n'y ait ni d'exclusion ni d'exclusivité à Djibouti. Toutefois, mon message aujourd'hui est que la France, qui est et restera un allié privilégié, a sa place dans le développement de Djibouti. Ne nous regardez jamais comme un champ de clos de rivalité. Regardez-nous pour ce que nous sommes vraiment et au sens propre, un havre de paix et une terre d'opportunité. Je suis ouvert à toutes les questions et surtout, si je suis très heureux d'être
votre invité à Paris, je le serai encore plus que vous acceptiez mon invitation à Djibouti. Je vous remercie. Retour à Djibouti où le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui Marcel Clément Akpovo, représentant régional du bureau régional du Haut Commissariat des droits de l'homme pour l'Afrique de l'Est. Les deux hommes ont abordé ensemble le partenariat existant entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme et la République de Djibouti et en fonction des priorités du gouvernement djiboutien sur la meilleure manière de renforcer les liens de coopération, d'améliorer les capacités des acteurs nationaux et développer les ressources humaines, financières et institutionnelles nécessaires à l'application de la loi et à l'intégration des droits de l'homme dans l'administration de la justice. Le représentant régional du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a salué les efforts de la volonté politique du gouvernement djiboutien pour mettre en œuvre le cadre juridique et les conditions garantissant la protection nationale en matière des droits de l'homme. Malgré les défis qui ne sont pas spécifiques à la République de Djibouti, a-t-il dit, le pays est l'un des rares à être à jour dans la mise en œuvre et dans l'exécution des mécanismes et instruments internationaux pour respecter les engagements relevant des traités internationaux. Abdelkader Kamel Mohamed a quant à lui mis l'accent sur le renforcement des mesures relevant des priorités du pays à assurer la paix et la stabilité de la population. Autre nouvelle, le camp Cheikh Ousmane a abrité ce jeudi une importante réunion de travail et de concertation sur la sécurité, co-présidée par le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, et le ministre de l'Intérieur, Moumen Ahmed Cheikh. Cette réunion a vu la participation du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, le chef d'état-major de la Défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police nationale ainsi que des officiers supérieurs de l'état-major. Cette réunion de travail et de concertation avait pour but de discuter des voies et moyens de renforcer la sécurité du pays et de la sous-région tout en échangeant les informations. Ces dernières années, donc, la région de la Corne d'Afrique est en proie à une forte instabilité. Dans ce contexte difficile, Djibouti fait figure d'exception et de havre de paix dans cette région tourmentée. Ainsi, il est primordial de coordonner nos forces pour faire face et surmonter les défis sécuritaires de la région. Je vous le dis en titre, le Sheraton Hotel a abrité hier un atelier sur la présentation de la stratégie nationale de l'inclusion financière 2021-2026. L'inclusion financière, un ensemble des dispositifs pour lutter contre l'exclusion bancaire. En effet, il s'agit de la possibilité pour les Djiboutiens d'assurer un accès équitable aux produits et services financiers formels, transactions, paiements, épargne, financement et assurance à hauteur de leurs moyens afin de favoriser une inclusion économique et sociale. Ainsi, inclure financièrement toute la population est la condition sine qua non pour la réduction de la pauvreté et de promotion de la prospérité de tous. Il est important de souligner que la mission de cette stratégie nationale n'est pas seulement financière. L'objectif clé est de responsabiliser les gens, d'améliorer l'accès équitable des populations vulnérables à des services financiers innovants et durables qui peuvent contribuer à changer leur niveau de vie. Par ailleurs, cette stratégie, qui est un élément fondamental du second plan de développement de la vision 2035, repose sur 3 piliers stratégiques que sont l'inclusion, la connectivité et l'institution. Organisée donc par la Banque centrale et le ministère de l'économie et des finances, en partenariat avec le système des Nations Unies, le PNUD en l'occurrence, cet atelier a réuni les principaux acteurs des institutions concernées et experts de l'inclusion financière, ainsi que des experts internationaux. Une fois la présentation terminée, les différents acteurs présents ont pu échanger sur le rôle catalyseur que peut être l'inclusion financière. Celle-ci va impliquer toutes les couches sociales. Prenant la parole, la représentante du PNUD à Djibouti a indiqué que par le biais de cette stratégie, le PNUD est ravi d'aider la Banque centrale et le ministère de l'économie et des finances, le secteur privé et les banques commerciales à mettre en place un processus permettant aux particuliers et aux entreprises d'accéder à des produits et services financiers appropriés, abordables et opportuns. Ces produits et services comprennent les produits bancaires, les prêts, les capitaux propres et les assurances, a-t-elle indiqué.
Et le gouverneur de la Banque centrale a quant à lui mis en exergue que l'inclusion financière constitue un catalyseur de la croissance économique et un puissant vecteur de développement en ce qu'elle facilite la participation des couches sociales les moins nanties à la création de richesses dans nos pays. Nous l'écoutons. L'inclusion financière dont il sera question ce matin est aujourd'hui au cœur de préoccupations des pouvoirs publics partout dans le monde et en particulier dans les pays en développement comme Djibouti. Cet atelier qui réunit aujourd'hui un auditoire assez large, diversifié et représentatif des pans entiers de notre économie, démontrant l'intérêt suscité par la question de l'élargissement de l'inclusion financière de la population djiboutienne au niveau des pouvoirs publics, du secteur privé, des partenaires au développement et de la société civile. Comme vous le savez, l'accès et l'utilisation des services bancaires et financiers contribuent à la réduction de la pauvreté des ménages et à la croissance inclusive des entreprises non financières, notamment les petites et moyennes entreprises. L'accès aux services financiers est aussi un droit pour chaque citoyen, comme il est reconnu dans 7 des objectifs de développement durable, comme vient de l'énoncer Mme Fatima Duprud. Il s'agit essentiellement de la lutte contre la pauvreté, de la santé, de l'éducation, de l'inclusion financière, etc. Les autorités nationales ont entrepris depuis 2009 des réformes majeures pour élargir l'inclusion financière de la population active suite à l'adoption du circulaire du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, du 14 février 2009, qui a été complété en avril de la même année par l'instruction de la Banque centrale visant la promotion de la bancarisation. Le nombre de comptes bancaires ouverts auprès de la clientèle des établissements de crédit est passé de 37 000 à 172 000 en environ 10 ans, soit à peu près un accroissement exponentiel de 360%. À cela, il convient d'ajouter les 35 000 membres des institutions financières de microfinance, dont les 3/4 sont constitués de femmes. Mesdames et messieurs, fort du constat sur l'importance de l'inclusion financière, avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, dont je tiens à saluer l'engagement et l'implication, surtout de la représentante résidente, Mme Fatima El Sheikh, la Banque centrale de Djibouti et le ministère de l'économie et des finances ont lancé en octobre 2019 les travaux pour l'élaboration de la stratégie nationale d'inclusion financière sur la base d'un processus largement inclusif avec la consultation des parties prenantes concernées. Et enfin, le ministre de l'économie et des finances a dans son allocution affirmé que la stratégie nationale de l'inclusion financière sera un véritable levier du développement économique et social en vue de mieux intégrer les exclus des systèmes financiers classiques. Voici ses propos. Le système financier djiboutien révèle que des actions restent à être menées en vue de faire correspondre l'offre de produits et services financiers aux besoins de nos concitoyens. En effet, la majorité des Djiboutiens restent toujours exclus des services financiers, avec moins de 30% de la population adulte, qui possède un compte bancaire et un taux de pénétration de la microfinance de l'ordre de 4%, soit environ 70% d'exclusion bancaire à Djibouti. Ces faibles niveaux, malgré une augmentation, une croissance formidable durant cette dernière décennie, constituent une contrainte majeure pour la participation d'une grande partie de la population à l'activité économique et restreint l'accès des petites et moyennes entreprises aux crédits nécessaires à leur développement. Les obstacles à l'inclusion financière découlent de plusieurs facteurs, notamment le faible niveau d'épargne, l'insuffisance d'infrastructures financières adéquates et l'accessibilité prix des services financiers. Les avantages de l'inclusion financière et d'une croissance inclusive, c'est-à-dire les fruits sont partagés, sont clairement établis. L'accès aux services financiers ouvre des portes aux familles en leur permettant de lisser leur consommation et d'investir
dans leur avenir grâce à l'éducation et à la santé. L'accès au crédit permet aux entreprises de se développer en créant des emplois et en réduisant les inégalités. C'est pourquoi notre vision, ou plutôt notre action, pendant les 5 prochaines années, sera l'accès permanent et l'utilisation effective par notre population d'une gamme diversifiée de produits et services financiers adaptés à leurs besoins et à coûts abordables. L'inclusion financière permettra à toutes les souches de la population et à tous les opérateurs économiques, quelle que soit leur taille ou leur capacité d'investissement, de disposer d'un accès équitable et régulier aux sources de financement bancaire ou non bancaire. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, Yonis Ali Guedi, a parrainé aujourd'hui, aux côtés de son homologue kényan, Charles Keter, la cérémonie de lancement de la deuxième phase du programme de forage du site de Galale-Lekoma, au lac Assal, qui s'est tenu donc au Kempinski Palace Hotel. Il s'agit d'un contrat de 6 452 933 $ entre l'Office djiboutien et pour le développement de l'énergie géothermique, l'ODEG, et la Kenyan Electricity Generating Company, qui prendra donc en main le processus de forage de ce site. Rappelons d'emblée la détermination de notre gouvernement, et en particulier celle du président de la République, en vue de l'exploration de cet énorme potentiel d'énergie que Djibouti possède. Le ministre a estimé que la présence de Kengen, notamment comme partenaire pour effectuer le forage du site de Galale-Lekoma, démontre la farouche détermination des deux présidents kenyans donc, et djiboutiens à développer une coopération interafricaine. Le ministre djiboutien de l'énergie a exhorté les dirigeants des deux sociétés à fructifier ce type de collaboration pour faciliter la mise à disposition de l'énergie géothermique pour le plus grand nombre d'usagers, notamment dans la communauté rurale, et pour le développement économique national. Le Kenya, on le rappelle, est le premier pays d'Afrique et dans le top 10 des plus grands générateurs d'énergie géothermique au monde. Autre nouvelle, la République du Djibouti, à travers le ministère de la Femme et de la Famille, a organisé hier à l'Institut des études diplomatiques, via vidéoconférence, la conférence de la 40e session du Comité de la femme arabe à Djibouti. Cette conférence internationale de la femme arabe est un événement organisé chaque année par les ministères responsables de la condition féminine des États membres en coordination avec la Ligue arabe. Et pour la première fois, notre pays a été désigné pour assurer la présidence de ce comité durant l'année 2021. Cette réunion présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Moumena Ahmed, en sa qualité de présidente du comité, a vu la participation du directeur du département du monde arabe auprès du ministère des Affaires étrangères, des ministres du genre des États membres de la Ligue arabe, ainsi que les représentants des bureaux régionaux des Nations Unies et les partenaires techniques et financiers. Objectif, discuter sur les avancées réalisées, les domaines prioritaires et les obstacles rencontrés par les États membres sur les questions relatives à l'amélioration de la condition des femmes dans les pays arabes. Le thème retenu pour cette session était « Leadership féminin, pacte d'un avenir ». Pour plus de précisions, écoutons justement la ministre de la Femme et de la Famille. En effet, la République de Djibouti a été nommée pour présider la commission de la femme arabe lors de la 40e session. Cette nomination a emmené Djibouti à être pour l'année 2021 capitale de la femme arabe. Durant 2 jours, Djibouti a présidé 2 conférences de la Ligue arabe. Conférence pour préparer la 65e session des Nations Unies. Cette conférence, la première conférence qui a eu lieu hier, a permis de partager ou de présenter les priorités des Nations Unies. Sur la base de ces priorités, les pays arabes ont fait le choix de quels étaient les domaines prioritaires. Par rapport à ces domaines, il y a eu une déclaration qui a été préparée par les pays de la Ligue arabe. Cette déclaration va être lue lors de la 65e session à New York, qui aura lieu du 15 mars au 25 mars. Ensuite, aujourd'hui, a débuté la 40e session de la Ligue arabe. Lors de cette session,
4 grands sujets étaient à l'ordre du jour. La mise en œuvre et les avancées des EDD dans les pays de la Ligue arabe. Ensuite, il a été question de discuter et d'échanger sur la déclaration qui va être lue lors de la 65e session. Par la suite, il a été débattu et échangé sur les différentes stratégies relatives à la femme dans les pays arabes qui seront mises en œuvre durant cette année. Et ensuite a été discutée la coopération entre les institutions régionaux et internationaux. Et nous, en tant que République de Djibouti, nous sommes fiers et nous espérons et prions Dieu de nous aider dans cette nouvelle responsabilité qui nous a été confiée pour montrer le choix de la capitale, le choix qui a été fait et la nomination qui a été attribuée à la République de Djibouti en tant que capitale de la femme. J'espère de tout cœur que la République de Djibouti va montrer toutes les grandes réalisations et toutes les grandes avancées qui ont été faites pour la femme et par la femme. Aujourd'hui, Djibouti a cette chance et cet honneur d'être nommé. C'est grâce à Dieu, mais n'oublions pas une chose, c'est grâce au chef de l'État qui, depuis son ascension, n'a cessé de promouvoir la femme et de lui donner la place qu'elle mérite dans le contexte de la République du Djibouti. Cette nomination, effectivement, elle est faite pour la République de Djibouti, mais moi, je l'octroie ou je la désigne pour la première dame de la République de Djibouti, qui, elle, n'a jamais été au devant des projecteurs, mais a fait de la femme djiboutienne ce que nous sommes aujourd'hui, fiers d'être djiboutiennes, fiers d'occuper des postes de responsabilité et fiers de montrer au monde que nous sommes des femmes battantes et qui méritent leur place. Dans l'actualité internationale, l'Union européenne cherche le second souffle vaccinal face au Covid-19. C'est le premier déplacement sur le terrain de Thierry Breton dans son costume de responsable du nouveau groupe de travail sur la production de vaccins contre le Covid-19. Le commissaire européen en charge du marché intérieur s'est rendu sur le site belge d'un des principaux fournisseurs du géant pharmaceutique AstraZeneca. Le Français veut rencontrer tous les acteurs pour écouter les besoins et les nécessités de la chaîne de production. Mais ce dernier souligne l'ampleur de la tâche pour l'Union européenne. Pour le responsable français, l'Union européenne peut atteindre ses objectifs, mais à la condition que le monde scientifique, que les acteurs publics et que les entreprises travaillent main dans la main. Ce sera la clé du succès pour un produit développé en 10 mois contre plusieurs années en temps normal. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon week-end à toutes et à tous.